La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes, madame, monsieur. La campagne électorale pour la présidentielle du 22 février 2020 et non 2022 alors a démarré ou est à son 6e jour ce mardi, et depuis le démarrage les 7 candidats ne se donnent aucun répit objectif, drainer assez de monde, disons assez d'électeurs à les voter, chacun en ce que le concerne selon la manière dont il aura réussi à séduire et à convaincre. Et pour ce faire, des stratégies diverses et multiformes sont développées ici et là, porte à porte, caravane, meeting, etc., etc. Mais votre radio, Victoire FM, depuis vendredi, consacre soit 1 heure ou 30 minutes aux différents candidats ou leurs représentants, et c'est pour pouvoir réussir à dévoiler et à divulguer le message dont ils sont porteurs et également ce qu'ils comptent faire si les Togolais portent leur choix sur eux. Et c'est dans 1 heure ou 30 minutes pour convaincre chaque matin sur votre radio. Et ce mardi, nous avons le plaisir d'accueillir ici dans notre studio le candidat du Pacte socialiste pour le renouveau, le professeur agrégé de droit privé. Il s'agit du professeur Wolu Komi. Encore une fois, professeur, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs et aux auditrices, bonjour au peuple togolais. Merci une fois encore d'avoir accepté répondre à notre invitation pour 1 heure pour convaincre. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je suis toujours ici avec joie. Voilà, nous sommes au 6e jour de la campagne électorale démarrée le 6 février dernier. Certainement, vous l'avez aussi démarré puisque nous en parlions tout à l'heure dans le journal. Mais dites-nous, dans quel état d'esprit avez-vous abordé ou démarré cette campagne, professeur? Nous l'avons abordé dans un esprit de vainqueur. Malgré les entraves, les difficultés parfois artificielles qui sont mises sur notre route, et nous y allons pour gagner, et nous n'avons pas de doute sur la fin, sur les résultats. Nous y allons pour gagner, et c'est dans cet esprit que nous sommes engagés. Autrement dit, vous y allez pour remporter le scrutin le 22 février prochain. Remporter dans les urnes et prendre effectivement le pouvoir. Alors, professeur, est-ce que en allant rencontrer les populations, est-ce que cela suscite de l'engouement, je ne dirais pas effervescence, mais un accueil chaleureux auprès de ces populations que vous rencontrez? L'accueil est chaleureux, et surtout le contenu de notre message est tel que les Togolais savent qu'on ne peut pas reconstruire notre pays sans passer par ses valeurs, sans passer par ses messages. Et vous voyez, ces interventions, même sur les ondes, et l'effet que cela produit, même dans la population, nous rassure beaucoup. Ah voilà, cela vous rassure. Maintenant, la question, qu'est-ce qui a motivé le Pacte socialiste pour le renouveau à vous investir et surtout vous-même à accepter d'être candidat? D'abord, j'ai accepté parce que je sais que je suis en mesure de relever les défis très énormes auxquels le Togo est confronté. Je commence par là. Et je sais que pour relever ce défi, il faut une certaine qualité. Oui. Notre pays souffre d'une crise profonde que nous situons peut-être sur le terrain politique. Mais en réalité, la crise togolaise est avant tout une crise morale. C'est parce que les valeurs fondatrices de la République ne sont pas respectées que nous en sommes là où nous sommes actuellement. Et pour pouvoir le faire, chacun ne donne que ce qu'il a. Vous ne pourriez pas donner un exemple de vertu lorsque vous-même, par votre comportement, vous n'êtes pas vertueux. Vous ne pourriez pas donner un exemple par la simple parole. Ce n'est pas votre attitude que vous pourriez donner donc cet exemple. Les actes parlent plus que les mots. Effectivement. Et quand vous vérifiez, je suis un homme politique depuis très longtemps, la scène politique, vous me connaissez. Vous connaissez la constance dans la défense des valeurs. Cela a été toujours l'axe de notre parti, la constance dans les valeurs. Et je suis aussi un homme public parce que je suis enseignant d'université. Et depuis 23 ans, j'ai côtoyé tous les jours mes amis, les étudiants, cette jeunesse. Ils me connaissent en réalité.
Et vous savez, le pouvoir ne transforme pas, j'en suis convaincu. Le pouvoir ne fait qu'amplifier nos qualités et nos défauts. Je le dis, je le réitère, que le peuple togolais se renseigne auprès de cette dizaine de milliers d'étudiants qui sont passés entre mes mains. Et cette jeunesse que j'ai côtoyée pratiquement tous les jours et dans d'autres cadres, pour qu'on leur dise qui suis-je en réalité. Et aujourd'hui, ceux que j'ai formés sont mes collègues à l'université de Lomé. C'est que vous avez formé. Ils sont dans l'armée, ils sont dans les services, dans les assurances, partout. Je suis sûr, rapprochez-vous d'eux et vous diront qui est le professeur Oulou, pour savoir que je suis en mesure de redresser ce pays du point de vue de cette crise morale profonde qui nous enfonce. Donc, autrement dit, le fauteuil présidentiel vous plaît et vous désirez y aller tout court? Ce n'est pas que le fauteuil présidentiel me plaît. Le pouvoir ne saurait être une question de plaisir, de jouissance. Le pouvoir est un moyen pour réaliser le bonheur d'un plus grand nombre. C'est cette conviction qui me pousse à agir. Parce que je sais que la peine que j'ai aujourd'hui, toutes les difficultés que j'ai, le sacrifice que cela demande, j'aurais pu ne pas le faire si je n'étais pas attaché vraiment à mon pays, si je n'étais pas attaché à la valeur humaine. Je dis l'homme est sacré. Et tout ce que vous pourriez faire pour réaliser le bonheur de l'homme, si vous ne le faites pas, même celui que vous rencontrez simplement dans la rue, si vous ne le faites pas, et vous ne devez pas pouvoir dormir avec une conscience tranquille. Et si tel est le cas au regard de ce que vous êtes en train de dire, un chef d'État ou disons le président de la République, cette fonction si noble, est-ce qu'il y a des valeurs ou des qualités à incarner? Oui, forcément. Et quand je dis les valeurs à incarner, la loyauté est une valeur fondamentale, déjà pour moi. Pour la fonction d'un chef d'État? Effectivement, parce que c'est un modèle pour tout un peuple. Le travail comme valeur est un élément fondamental. La recherche de l'équité comme valeur c'est quelque chose de fondamental. Et aujourd'hui, quand vous vérifiez dans notre pays, toutes ces valeurs sont bafouées. Et quand on dit par exemple valeur d'honnêteté, vous prenez nos lois. Derrière nos lois, il y a des valeurs. Chaque parent enseigne à son enfant, ne vole pas. Et les gens détournent les biens de l'État, ce qui est destiné à nous tous. Mais c'est la malhonnêteté, c'est l'intégrité morale qui fait défaut et on ne les punit pas. Comment pourriez-vous montrer aux enfants que vous devez travailler dans la vie? Vous devez avancer dans la vie par votre travail, par votre mérite. Lorsque vous-même, vous laissez les gens détourner et que ce n'est pas le détournement, pas la malhonnêteté que les gens s'enrichissent. Et maintenant, ceux-là qui s'enrichissent de cette façon, qui auraient dû peut-être se retrouver dans les prisons, sont aujourd'hui ces personnes respectables. Lorsque vous donnez de si mauvais exemples, comment voulez-vous construire un pays? C'est fondamental, c'est pour cela que je vous dis que notre crise est une crise morale, profonde. Les gens doivent le comprendre comme tel. Et si vous ne le comprenez pas comme tel, si vous faites un mauvais diagnostic, vous ne trouverez pas les bonnes solutions. Et c'est pour cela... Et vous, est-ce que vous incarnez ces valeurs que vous décrivez? Évidemment. Et je vous demande, je demande qu'on vérifie dans mon entourage par rapport à ce que je dis à mes étudiants, ce que je fais. Regardez, le travail comme valeur. Les enfants, vous les jouez, mais vous le diront. Et je leur dis tous les jours, le Dieu que j'adore n'est pas un Dieu des paresseux. Et vous devez travailler, c'est le travail bien fait. Sois le meilleur, quoi que tu sois. Et vous l'avez vu, j'ai été à l'université, doyen de la faculté, mais avant d'être doyen, j'ai été également responsable du CAPA, certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Les gens vous diront quels sont les critères que j'ai mis en jeu pour lier tout le monde de sorte qu'aucune fraude ne puisse intervenir là-bas. Des enfants, des gens que je ne connais pas du tout, enfants de pauvres paysans ont réussi au CAPA. C'est grâce à cela, alors que des enfants de très hautes personnalités dans ce pays, parfois même du monde judiciaire, malheureusement, ont échoué. C'est parce qu'il faut traiter les gens avec équité, transparence, de sorte que l'enfant du pauvre qui sait que je n'ai personne puisse aussi émerger. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans les sociétés, si vous n'avez personne politiquement pour vous soutenir, si vous êtes une fille, il faut que vous vous livrez,
que vous acceptez coucher avec le directeur ou un cadre pour que vous puissiez trouver du travail. Et comment qualifiez-vous ce comportement qui est une déviance, on dirait? Mais c'est la perversité qui est dans la société, parce qu'on n'a pas su donner le modèle, parce qu'on n'a pas su faire les lois nécessaires à la matière. Et de ce point de vue, peut-être que nous y reviendrons. Moi, je ferai une loi pour la transparence dans l'accès à l'emploi. De sorte que toutes les entreprises qui ont déjà plus de 5 salariés, en dehors de 5, en deçà de 5, je suppose que c'est une entreprise familiale. Lorsque vous faites déjà 6, vous devez élaborer des critères clairs de recrutement, de sorte qu'on sache que ces critères ont été respectés. Et les entreprises qui vont respecter ces règles, évidemment, auront des avantages fiscaux. Ceux qui ne respecteront pas auront des amendes. Il faudrait que lorsqu'un jeune naît et qu'il naît d'une famille pauvre, qu'il puisse avoir l'espoir que par mon travail bien fait, je peux sortir de la pauvreté. Et même s'il n'a aucune personnalité placée, politiquement bien placée, nous n'avons pas besoin de cela. Dès lors que le travail pour vous est une valeur, vous ferez tout pour que ceux qui font bien leur travail puissent émerger. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes en train de rivaliser avec le président sortant Foïs Gnassingbé, qui est également candidat à sa propre succession. S'il vous est demandé d'apprécier ce qu'il a pu faire, que diriez-vous? Lorsque nous voyons des gens qui s'enrichissent au détriment de l'État, dans l'impunité, comment voulez-vous par exemple que je puisse soutenir une telle situation? Lorsque, dans le cadre de ces élections, on nous dit les photos que nous donnerons pour les bulletins, nous ne devons pas sourire, ça ne doit pas donner l'expression, quelconque expression du visage. Et que tous les candidats sont là, ne souriant pas, et que c'est le chef de l'État seul qui sourit, il est au-dessus de la loi. Comment voulez-vous dans un État... Expliquez-nous. Au niveau de la CENI, le spécimen. Oui, les photos que vous donnerez, ils ont fait des critères exprimés, ils ne doivent traduire aucune expression. Quand on dit cela, c'est que vous restez comme ça, vous ne devez pas rire en réalité, sourire par exemple. Quand vous regardez le bulletin, c'est le président de la République qui sourit. La CENI n'a pas été en mesure de lui dire cette photo n'est pas conforme à nos exigences. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans une république ça? Certains sont au-dessus de la loi, d'autres doivent respecter cette loi. Lorsque notre constitution a déclaré depuis 1992 qu'il faut déclarer ses biens, vous l'avez dit, qui l'a déjà fait? Quand vous êtes face à de telles situations, c'est l'injustice, c'est l'iniquité. Aujourd'hui, les gens crient en disant que quand on organise le concours, certains réussissent à 2 concours organisés le même jour. Il y a eu des choses qui ont circulé comme ça. Après, on vous dira que c'est une erreur, etc. Oui, quand vous êtes face à de telles situations, vous êtes dans un pays où vous avez perdu le sens des valeurs. Mais vous quand êtes même, dans un pays de justice. Vous êtes dans un pays qui fait mal. Mais quand même, professeur, s'il est quand même au pouvoir pendant 15 ans, ça veut dire qu'il n'a pas démérité non plus. Mais comment il s'est maintenu au pouvoir? Et on commence par le voir encore. On nous a dit des élections, l'État vous donnera des aides. Et sur cette base aussi, nous avons fait nos programmations. Je ne sais pas si jusqu'à hier, ils ne nous ont même pas donné l'aide prévue par l'État. Je ne sais pas si c'était disponible parce qu'ils ont dit finalement c'est lundi. Après qu'on vous laisse, on laisse passer 4 jours ou 5 jours. C'est comme si vous ligotez vos adversaires pour que le match se poursuive. Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas Moi, je n'en ai pas reçu. Ils m'ont dit que nous le recevrons le lundi matin. Mais hier. Mais je n'irai pas comme vous voulez, au trésor public pour leur dire je suis en train de chercher mon argent ou à qui je vais m'adresser. Je crois que les autorités, normalement, lorsque c'est prêt, nous saisissent. Donc tous les candidats, vous n'avez pas encore accusé réception de l'aide publique de l'État vous a promis? Les autorités m'ont dit qu'on l'aura le lundi, hier. Mais hier encore, je n'ai reçu aucun coup de fil. Je n'ai plus relancé. Hier, je n'ai plus relancé. Et cela nous perturbe, évidemment. Non seulement au niveau de la CENI, il veut contrôler la CENI, il nous prive des moyens, les maigres moyens dont nous disposons. Ils se servent des moyens de l'État pour se faire élire. Autrement dit, vous-même, vous ne vous êtes pas préparé pour être candidat et faire le maillage de tout le territoire. Non, pas comme. C'est-à-dire que vous n'avez pas les moyens. Mais écoutez, j'ai les moyens humains, les hommes sont là. Mais les moyens dont ils disposent, ce sont les moyens de l'État. Ce sont les moyens de l'État.
et j'ai les moyens, mais l'État aussi a cette obligation pour une élection équitable. Oui, si je ne comptais que sur l'État, jusqu'à présent, je n'aurais fait aucune activité. J'ai commencé mes activités, mais l'ampleur n'est pas celle que j'ai souhaité, évidemment. Je ne pleurniche pas, je continue le travail quand même, mais c'est l'expression d'une malhonnêteté dans la gouvernance de la République. Lorsque vous êtes face à cela, vous ne pourriez pas escompter que le pays puisse se développer comme il se doit. Et je vous le dis, j'ai dit ça dans mon premier message. Les gens qui s'enrichissent dans la boue ne chercheront jamais à faire sécher la boue. Si vous voulez une justice dans ce pays, si vous voulez l'équité, si vous voulez que nous puissions valoriser le travail bien fait, je ne crois pas que ce soit avec ceci. Donc, il vous vote? Évidemment. Et vous voyez mon projet de société. Et nous allons en parler. Le projet de société, on va en parler tout à l'heure. Mais quel objectif comptez-vous atteindre si les Togolais vous élisent le 22 février? Poser définitivement les bases structurantes d'un État moderne. Et quand je le dis, la refondation de la République ou bien quoi? Je n'utilise pas cette expression de fondation de la République. Vous l'avez vu, mon projet de société est en 4 points. Bien détaillé. Oui. J'ai parlé d'entrée de la refondation de la nation. Et après, j'ai vu certains partis politiques parler aussi de la refondation de la nation. Cela voudrait donc dire qu'ils sont déjà convaincus de mon projet de société. J'ai parlé de la refondation. Mais ce n'est pas quand même synonyme de plagiat, peut-être. Dans tous les cas, je dis ce que j'ai constaté. Oui. Refondation de la nation. L'émergence d'un État moderne. Et quand je dis refondation de la nation, tous les détails sont là, nous y reviendrons. L'émergence d'un État moderne, l'épanouissement intégral de l'homme et une coopération pragmatique. Décliné comme ça, peut-être ça peut paraître très intellectuel, non, mais ce sont des mesures concrètes, sincères. Et si vous voulez, je pourrais entrer un peu dans les détails. Oui, mais avant, revenons un peu sur la refondation de la nation togolaise. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Vous savez, si vous formez une nation, vous formez un tout indivisible, solide. Oui. D'ailleurs, l'État, le Togo est un État indivisible. Je parle de la nation. De sorte que si la tête est malade, ou peut-être c'est l'œil qui est malade, c'est tout le corps qui est malade. Aujourd'hui, le peuple togolais ne forme pas cet ensemble. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut une transformation des mentalités d'abord. Changer les mentalités. Et je me dis, pour changer ces mentalités, il faut éduquer les gens. Aujourd'hui, le droit, beaucoup de Togolais ignorent le fonctionnement de l'État. Ce qui fait qu'on nous trompe, on nous met dans l'ignorance. Quand je serai président de la République, le droit sera enseigné d'abord dans tous les lycées. Et l'année suivante, on va descendre progressivement pour enseigner le droit dans tous les collèges, de sorte que les Togolais soient éveillés, comprennent le fonctionnement de l'État et évitent aussi certains pièges de la vie. Ce n'est pas tout. Sur 7 points essentiels du fonctionnement de l'État, je vais les traduire en langue locale pour que même ceux qui ne sont pas allés à l'école comprennent le fonctionnement de l'État, pour que personne ne vienne plus nous tromper. C'est justement parce que nous sommes dans l'ignorance que ce gouvernement, ces ministres viennent dire des absurdités au peuple qui l'enfoncent. Donc il faut transformer ces mentalités. Cette transformation passera par l'éducation civique également, pour montrer aux gens que le bien public est un bien public. L'attachement au bien public, l'attachement aux valeurs, le détournement, en réalité, c'est la malhonnêteté. Il faut enseigner ces choses à nos enfants. Et pour refonder cette nation, il faut également en arriver à une compréhension, une solidarité entre les ethnies. Aujourd'hui, quand on organise... La solidarité nationale? Oui, mais qui passe aussi par les différentes composantes de la nation, les ethnies, les générations. Ce n'est pas simplement... Prenons le cas des ethnies. Aujourd'hui, les gens estiment que certaines ethnies sont favorisées par rapport à d'autres. Mais ce sont des impressions, des fois. Il faut, dès lors qu'il y a ces impressions, les gens agissent conformément à ces impressions. Quelqu'un qui se sent lésé va agir conformément à ce sentiment. Donc, il faut lever tous ces doutes. Je vais organiser un concours, je dis, sur les 100 que nous allons prendre, les 20 meilleurs, nous les prenons systématiquement. On ne regarde pas leur ethnie. Les 80 qui restent, allons dans chaque ethnie, les groupes ethniques, prenons les meilleurs, en quelque sorte. De sorte que personne ne soit frustré. Ce sont des critères objectifs et cela permet également un développement harmonieux et l'équité dans les régions. Quand vous prenez des zones, par exemple, où on exploite des ressources naturelles et que ces zones sont sinistrées du fait de cette exploitation, et vous ne donnez pas de compensation, vous faites des sinistrés. Je ne connaissais pas, je connaissais la situation de Rarotoué. Hier, j'ai découvert la situation de Kani Kopé.
où on me dit avec la cimenterie, mais ce sont les poussières toujours qui sont à ce niveau. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour trouver des solutions? Et même c'est un problème d'ordre environnemental. C'est un problème d'ordre environnemental. Il faudrait pouvoir réfléchir et ceux qui en souffrent, trouver des solutions. Si vous ne le faites pas comme ça, vous ne pouvez pas aboutir à une nation. Vous allez créer des poches de frustration. Avec les poches de frustration, on n'avance pas. Solidarité au niveau également des générations. Regardez nos retraités qui ont travaillé pour la République jusqu'à leur retraite, aujourd'hui vivent dans la misère, alors que les fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale sont gérés de façon, je dirais peut-être même opaque. Et vous voyez des travailleurs togolais, même parfois dans les secteurs parapublics, qui ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Comment pouvez-vous être dans une république qui bafoue autant les lois et la dignité de ses enfants? Oui, mais avant de déclarer à la Caisse nationale de sécurité sociale, encore faudrait-il qu'on parle un peu du SMIC. Est-ce que cela vous sied? Mais disons que non seulement ce qui est fixé n'est pas respecté, mais le montant est faible, mais il faudrait quand même tenir compte des choses. J'ai dit, bon, malheureusement on n'aura pas le temps d'aller dans les détails, j'ai dit qu'il faudrait une loi, un code du travail spécialement pour le secteur informel, en tenir compte. Un code spécialement pour le secteur informel. Le secteur informel, on n'y applique pas des lois parce que les lois faites ne sont pas adaptées au secteur informel. Lorsque la loi n'est pas adaptée aux réalités, on en arrive à l'ineffectivité de la loi. Et c'est justement pour ça qu'il faut étudier le secteur et trouver des lois adaptées à ce secteur. C'est ce qui permettra de faire évoluer également le secteur. Et j'ai dit, pour qu'il y ait une véritable solidarité entre les Togolais, nous devons nous connaître. Si M. Jochin est plus riche que moi, moi je ne peux pas lui donner de sous pour parler de solidarité. C'est pour cela qu'il faut recenser les Togolais. Établir un fichier, disons, l'état civil togolais doit être informatisé depuis le bas âge. Là, est-ce que nous sommes dans le modernisme ou bien l'état moderne? C'est toujours pour bien réaliser la solidarité nationale. Ah, comme ça, lorsque quelqu'un décède, par exemple, un enfant qui devient très tôt orphelin, l'État doit prendre en considération cette situation. Lorsque je vais accorder, bien évidemment, lorsque je vais accorder des aides aux étudiants, en fonction des revenus de vos parents, vous pourriez avoir 50 000 francs, d'autres pourront avoir 100 000 francs, d'autres ne mériteront même pas qu'on leur donne. Je ne suis pas riche. Mais si mon enfant actuellement à l'université de Lomé et qu'on ne lui donne pas d'aide, je ne m'en plaindrai pas. Parce que je sais qu'il y a des gens plus nécessités que moi. On ne peut pas le faire si nous sommes dans l'opacité actuelle. Si nous ne connaissons pas les revenus des uns et des autres pour pouvoir faire les choses dans la transparence. Donc ces éléments-là, avec le service civil ou militaire obligatoire, pour reformater les gens et l'esprit des gens. Service civil ou militaire obligatoire. Le choix sera laissé. Mais il faut pouvoir inculquer les valeurs de la République aux citoyens. Et c'est tout cela qui permettra de faire émerger une véritable et de refonder la nation togolaise. Maintenant, au deuxième volet, mais avant de parler de l'émergence d'un État moderne, est-ce que vous avez un plan d'action pour l'atteinte de ces objectifs au niveau de la refondation? J'aurai un ministère même chargé de la refondation de la nation. Et toutes ces questions que je suis en train de parler, l'équité ethnique, l'équité régionale, la transformation des mentalités, l'enseignement du droit dans les écoles, tout le monde ne deviendra pas juriste, mais l'élémentaire dont nous avons besoin pour comprendre le fonctionnement de l'État, tous les Togolais doivent le savoir. Même les traductions en langue vernaculaire. Ce sont des choses qui sont faisables. Facile, c'est de la volonté politique. Qu'est-ce que je dis? Mais vous n'aurez que 5 ans. Il faut commencer. Et je vous dis que je commencerai au lycée. Je ferai descendre ça progressivement au collège. Et ensuite, poser définitivement les bases. Quel est mon objectif? C'est que quand j'aurai fini, quand moi je ne serai plus président de la République, on ne pourra plus imposer une dictature. C'est parfois l'ignorance qui fait qu'on admet on tolère certains comportements qui peu à peu deviennent une dictature. Donc vous voudrez mettre des verrous? Il faut mettre définitivement le peuple togolais à l'abri des dictatures. Et pour cela, c'est leur mentalité qu'il faut transformer. Qui n'accepte pas l'inacceptable. Qui sache s'indigner. Il faut pouvoir s'indigner et réagir dès le départ. C'est ce que je veux inculquer au peuple togolais. Parce que je sais, nous ne sommes que des hommes.
Même si je fais 2 mandats, je peux partir. Mais après moi, quelqu'un peut venir encore pour réinstaller une dictature. Mais si le peuple est bien informé et avisé, il n'admettra plus jamais cela. Nous avons trop souffert de la dictature, il faut définitivement y mettre fin. Et maintenant, l'émergence d'un État moderne. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, professeur? Un État moderne, c'est celui-là d'abord qui respecte les lois. L'effectivité de la loi. Moi, président de la République, je serai soumis à la loi. Vous, président de la République, vous serez soumis à la loi. Tous mes ministres seront soumis à la loi. Et c'est justement pour cette raison que simple déclaration ou bien vous le dites par conviction personnelle. Vous viendrez vérifier. Parce que pour moi, je connais la valeur du droit. Je sais qu'on ne peut rien faire de sérieux, de façon durable, si on ne se réfère pas au droit. Et si on ne respecte pas le droit. Et c'est justement pour ça que je dis, moi-même je serai soumis à la loi. Tous mes ministres seront soumis à la loi. Et je soumettrai les citoyens à la loi. Je prends un exemple. Par quel mécanisme? Oui, allez-y. C'est qu'il faut sanctionner ceux qui ne respectent pas. La crainte du gendarme est le commencement de la sagesse, disent les juristes. Regardez, c'est que derrière la loi, il y a toujours des valeurs. Ce que les gens ne comprennent pas. Quand il y a le feu tricolore, on dit ne traverse pas. Lorsqu'il est au rouge, ce n'est pas parce qu'il y a un gendarme ou non, ce n'est pas ça. C'est la valeur humaine. Le respect de la vie humaine, le respect de l'intégrité humaine qui est derrière le feu tricolore. Vous devez enseigner ça comme ça, expliquer pour que les gens comprennent par l'éducation. Donc, je vous le dis, ce serait l'effectivité du droit. Sous moi, président de la République, il n'y aura pas d'exilé politique. Il n'y aura pas d'exilé politique. Il n'y aura pas de détenu politique. Vous reviendrez me poser cette question le moment venu. Et je vous dis, il y aura une transparence absolue. On fera voter dans les meilleurs délais une loi permettant, les lois existent, mais les gens ne les connaissent pas et on ne les met pas aussi en application. Un journaliste qui veut une information dans une administration, il écrit, on doit lui donner le document administratif se rapportant à cela. Cela lui permettra de faire son travail en toute transparence. Mais vous savez qu'il y a des documents qui relèvent du secret d'État, qui ne sont pas concernés. Et si certains documents peuvent porter atteinte à la vie privée des gens, la vie privée est une droit fondamental également. Excepté ces documents, les journalistes et tout citoyen qui voudrait un tel document doit pouvoir l'obtenir. C'est ce qui vous permettra de contrôler. Si on ne peut pas contrôler, comment voulez-vous que les gens puissent faire les choses comme il se doit? Je dis, l'accès à la justice, il faut donner les aides juridictionnelles. Aujourd'hui aussi, regardez, la justice, le tribunal du travail n'existe qu'à Lomé. Si un salarié à Dapan a des problèmes avec son employeur, il faut qu'il vienne à Lomé. J'ai dit dans mon projet de société, le jour où je présentais cela à la presse, donnez-moi 3 mois. Je vais régler ce problème. 3 mois. 3 mois. 3 mois, je règle ce problème. Vous le verrez. Le tribunal de travail, on en aura un peu partout ou bien par région. On trouvera une autre solution alternative. Même si aujourd'hui les gens pensent qu'ils sont mal jugés, il faut venir forcément à Lomé. Même si vous êtes à Dapaon, peut-être vous viendrez à Kara. Vous voyez, c'est en cela que nos attitudes sont parfois incompréhensibles. Les juges qui jugent les matières civiles, ils ont les mêmes compétences que les juges du tribunal du travail. Vous pouvez passer d'une juridiction à l'autre. Puisque le Togo n'a pas les moyens de créer le tribunal du travail sur l'ensemble du territoire, pourquoi ne pas permettre à ces juges qui sont là-bas de commencer à juger aussi les affaires liées au travail. Ouais, il faut spécialiser certains d'entre eux, plutôt que de chercher à créer de nouvelles juridictions. Oui, mais des fois les citoyens doutent aussi de l'efficacité, ou je ne dirais pas efficacité, mais... Dans ma présentation, j'ai dit, en collaboration avec le Conseil national, avec le syndicat des magistrats, nous allons élaborer un logiciel qui permettra de contrôler le fonctionnement même de cette justice, la productivité de chaque magistrat. Il ne sera pas concevable qu'une affaire qui a été introduite d'abord soit jugée alors qu'une affaire qui avait déjà été introduite il y a 5 ans ne l'est pas été. Si c'est des affaires peut-être complexes, on sait, c'est exceptionnel. Et donc, combien de décisions le magistrat rend par an? Il faut le savoir en fonction de la complexité des choses. Il faut le savoir. Si j'ai introduit ma demande il y a 3 ans, on n'a pas jugé. Quelqu'un introduit il y a 2 mois, on juge. Il y a un problème. Et dès lors qu'on juge également, il faut avoir accès à la décision qui a été rendue sans être obligé de payer encore quelque chose. Et pour cela, s'il faut mettre des moyens à la disposition de la justice, il faut le faire. J'ai dit dans ma méthode d'action
que c'est l'écoute dans l'humilité et l'action dans la concertation. Je vais discuter avec eux et trouver les solutions idoines pour cela. Et mais tout on doit le ceci faire. relève quand même de votre domaine de formation, quand nous parlons bien sûr du droit ou peut-être du domaine de la justice, mais vous avez parlé aussi de développement homogène des régions. Oui, Développement homogène des régions. voilà. On a 5 régions économiques. Oui, En tout cas, le Bénin à côté en a 12. voilà. Développement homogène des régions. Si tout se concentre à Lomé, pourquoi voulez-vous que les gens restent dans leur ferme? Non. Exode rural. Rural, effectivement. Si chacun dans sa zone trouve un centre, quelque chose qui le retient dans sa zone, en développant les zones, en matière d'agriculture par exemple, quelle zone faut-il développer? Si vous développez par exemple une zone, on dit qu'il faut faire développer beaucoup les fruits. Dans cette zone, vous mettez une industrie de production là-bas. Et ça nous permet d'ailleurs d'aborder déjà une autre question. Je fais le parallèle, la question de l'emploi, qui fera partie Question du de troisième l'emploi, bien point. sûr. Oui, ça c'est le troisième point. Mais il y a un lien entre tous ces éléments. Voilà. Donc localement, vous produisez des fruits d'une grande quantité. Il faut installer là-bas déjà une usine de transformation. Allez-vous mécaniser l'agriculture au Togo ou bien comment on dépendra de la dame nature? Regardez par Oui. vous-même. Est-ce que c'est raisonnable que nous puissions importer du riz encore au Togo? Malheureusement, c'est le cas. Lorsque nous importons du riz, qu'est-ce qui se passe? Nous créons de l'emploi ailleurs. Et nous ne sommes que des consommateurs. Nous produisons des chômeurs et nous consommons les produits ailleurs. Ce n'est pas normal. Donc nous sommes en mesure de produire suffisamment du riz au Togo. Et si vous demandez à nos jeunes de retourner avec les roues, ils ne le feront pas. Mais si vous leur donnez les moyens nécessaires pour produire, ils produiront. Cela, c'est une question de volonté politique. Et vous savez pourquoi on ne le fera pas au Togo? Parce que ceux qui ont les moyens d'importer du riz, ce sont les richards. Ah. Et ils vont pas. Ils vont donc bloquer ce Si projet. vous produisez suffisamment du riz ici, Oui. vous fermez les portes d'enrichissement pour eux. Et c'est pour cela que je dis à ceux qui disent Oui. qu'il faut être riche pour faire la politique. Et certains de nos jeunes qui suivent ces gens-là qui donnent des billets de banque. S'il faut être riche pour faire la politique, ne vous attendez jamais à ce qu'un riche fasse la politique pour que le pauvre devienne riche. Pour que le pauvre sorte de sa situation de Si misère. le pauvre sort de sa situation, il deviendra un concurrent pour lui. Donc il vaut mieux maintenir le pauvre dans la pauvreté pour que le riche puisse continuer à faire la politique. Et comment allez-vous inverser la tendance alors? Parce que ceux qui constitueraient les puissants, qui feraient toujours le lobbying, ils n'admettront pas quand même que vous puissiez sortir les uns les autres de leur précarité. C'est justement pour cette raison que le peuple doit s'indigner. Le peuple doit s'indigner et les mettre dehors. C'est pour cela que je demande aux jeunes, S'indigner comment, professeur? Oui. mais en vous engageant bénévolement dans l'action de la conquête du pouvoir. Et aujourd'hui, les jeunes avec qui je travaille, c'est pratiquement bénévolement puisque je n'ai pas de sous. Mais j'aurais pu dire, je croise mes bras. Mais ils le font par conviction et détermination. Ils le font par conviction. Aujourd'hui, par exemple, je ne sortirai pas beaucoup, mais eux, ils sont en train de faire les portes à porte. Tous les professionnels qui m'ont approché pour demander leur service et pour proposer leur service, marketing politique, je leur ai dit, on ne demande pas du bénévolat à un professionnel. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas de sous. Mais nous continuons ce travail. Heureusement aussi, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je parle aux gens. Je parle par les réseaux sociaux, de sorte que les gens soient déterminés. C'est à nous. Je parle au peuple togolais, je parle à nos parents, je parle aux vieillards. Levez-vous, mettons fin à ce système injuste. Oui, c'est vrai, mais professeur, soyons réalistes. Sans moyens, sans les moyens financiers, pensez-vous que vous pouvez véritablement conquérir le pouvoir et l'exercer? J'ai des moyens limités. Si je ne dis pas du tout de moyens, l'État n'a pas donné d'aide, mais j'ai fait des affiches. En réalité, mais je n'aurais pas distribué les sous pour les gens pour leur demander d'aller faire campagne pour moi. J'ai fait des affiches, sont insuffisantes, mais je continue à le faire. Il arrive parfois que des gens me fassent des... Parfois, c'est 100 000 francs que les gens donnent. Et maintenant, que proposez-vous en matière de santé pour la population togolaise? Vous savez, regardez d'abord ce que nous consommons dans nos pays, que nous importons. Ces jus parfois que nous buvons, etc. Quelle est leur qualité? Nous ne le savons pas. Or, ce que nous mangeons nous tue. Il faut d'abord un laboratoire, très grand laboratoire, qui puisse tout analyser normalement. Ok. Maintenant, au niveau de la santé,
pour certaines maladies, il faut rendre le soin entièrement gratuit. Il est plus normal que les Togolais meurent de paludisme. Si nous ne pouvons pas importer les produits, nous sommes en mesure de produire localement des produits génériques. C'est possible, de sorte que le traitement de certaines maladies soit entièrement gratuit. Mais pour les personnes indigentes, il faut avoir accès également à la santé gratuitement. Et c'est justement pour cela que je dis que nous devons nous connaître la situation des Togolais, qui est une sorte de solidarité. Nous ne pourrons pas le faire si nous ne connaissons pas la situation de chacun d'entre nous. Aurez-vous les moyens de cette politique-là ou bien promesse démagogique? Je vais éliminer les dépenses de prestige de l'État. Toutes les futilités là, les véhicules de l'administration qu'on distribue en désordre, les carburants qu'on distribue en désordre, certaines dépenses seront limitées. 2. Ceux qui vont détourner seront sanctionnés. Ou bien ils ne le pourront plus, ou bien ils seront sanctionnés, ou bien ils ne le pourront plus. Mais ceux qui vont détourner. Je ne peux pas vous dire qu'ils ne pourront plus. Parce que si on place une personne à un certain niveau et qu'il a accès aux moyens, peut-être qu'il peut chercher à détourner. S'il détourne, vous le frappez, vous récupérez. Et cela fera que ceux qui veulent encore détourner ne le feront plus. Ils seront dissuadés. C'est l'impunité qui fait le lit l'impunité qui fait le lit des détournements. Donc, au bout d'un certain nombre d'années, les gens même seront découragés. Et ce que disciplineront. Les pays européens ne sont pas plus vertueux que nous. C'est parce qu'ils ont peur. Et ce qu'ils font les rattrape forcément. Oui, si c'était le cas aussi, vous verrez que progressivement, les gens vont changer. Et donc, sur le plan de la santé, malheureusement, on n'a pas le temps nécessaire. Je dirais également qu'il faut construire des hôpitaux de différents niveaux. Construire des hôpitaux de différents niveaux et comment? Alors, professeur, nous allons y revenir tout à l'heure, mais on va marquer la pause. Nous revenons en studio, madame, monsieur, avec notre invité, professeur Wolu Komi. Il est le candidat du PSR, candidat en liste pour la présidentielle du 22 février prochain. Et nous sommes en train de revenir sur son projet de société. Et ce matin, professeur, tout à l'heure, nous parlions de la santé. Vous disiez accès gratuit aux soins pour certaines maladies. Nommément, vous avez cité le cas du paludisme. Vous avez parlé également d'accès total, mais gratuit encore, aux soins pour certaines personnes vulnérables, si je peux le dire, ou c'est-à-dire des personnes indigentes. Voilà, surtout les personnes de troisième âge sans moyens. Donc, eux, il faut effectivement assurer cela. Et s'agissant aussi des enfants de bas âge, lorsque les parents sont indigents, il faudrait également pour eux que ces soins soient gratuits. Donc, il faut un travail sérieux sera fait pour pouvoir connaître la situation de chacun, de sortir de l'anonymat, c'est l'expression, de sorte qu'on puisse mieux asseoir la solidarité nationale. Et j'ai dit également la construction des hôpitaux. À une certaine distance, il faut savoir quel type de structure il faut mettre en place. Au niveau des préfectures aussi, une structure plus élevée déjà. Au niveau de la région, une structure encore plus importante. Regardez, aujourd'hui, nos hôpitaux publics, à l'exception de Lomé, n'ont pas de scanner. Oui. Ce n'est pas normal. Oui, à l'exception de Lomé, vous le dites si bien, mais actuellement, le scanner de Lomé n'est pas fonctionnel. Vous voyez, dans un État comme le Togo, est-ce que c'est vraiment normal? C'est pour cela que je demande de voter pour moi, pour changer tout cela. J'ai dit, pour pouvoir diriger le pays, un pays dans de bonnes conditions, il faut pouvoir souffrir à la place de l'autre. Il faut avoir un cœur qui souffre lorsque l'autre souffre. Si on était dans un pays dirigé par des gens qui ont cette compassion, qui peuvent souffrir à la place de l'autre, nous ne serons pas dans cette situation. Votez le professeur Wolu, vous verrez que tout cela va changer. Et je ne le demande pas aux militants de l'opposition simplement, je le demande surtout aussi aux militants de unir, de voter pour moi, parce qu'ils sont fatigués de leur candidat, mais ils n'ont pas le courage de le lui dire. Dites comme les gens disent, on dit ailleurs, Zissou est notre drapeau et Talon notre cœur. Que les militants de Unir disent Wolu est fort notre drapeau, Wolu notre cœur. Portez-moi dans vos cœurs et votez pour moi. Parce que les transformations que je veux réaliser, c'est au profit de chacun d'entre vous. Les militants de Unir, les cadres de Unir, vous n'avez pas à redouter le professeur Wolu. Je veux travailler pour le pays, je ne veux enfoncer personne. Oui, vous l'avez si bien dit. Cependant, encore faudrait-il que la masse des jeunes que vous formez chaque année, partout sur le territoire, parce que vous enseignez à l'université de Lomé, vous enseignez également à l'université de Kara et dans bien d'autres universités privées. Voilà. Qu'est-ce que vous ferez de ces jeunes? Vous savez,
il faut pouvoir créer des emplois. Oui. C'est fondamental. Et je vous l'ai déjà dit, notre orientation, d'abord, c'est de tout produire tout ce que nous consommons localement. Okay. Ce n'est pas simplement les juristes. Cher ami Jochin, dites-moi, est-ce que je suis mal habillé? Vous êtes très élégant ce matin. Regardez, qu'est-ce que vous voyez là-bas? J'ai vu une griffe. Et vous avez, on a dit, c'est fabriqué à Lomé, au Togo. Est-ce que ces vestes, ces costumes ne peuvent pas être exportés? Pourquoi est-ce que ce sont des costumes qu'on fabrique ailleurs, qu'on vient nous vendre ici, et qu'au Togo, nous ne pourrions pas fabriquer et exporter? Ce costume, si on le met dans les boutiques de prêt-à-porter, on les vendrait peut-être à 200 000, les gens l'achèteraient. Et on penserait même que c'est venu de Chine ou bien peut-être de la Turquie. Ici au Togo, et je l'ai à moins de 100 000 francs. Pourquoi nous ne pourrions pas former suffisamment nos jeunes, de sorte qu'ils aient cette qualité? Regardez les prêt-à-porter que nous avons dans les rues. Ils sont fabriqués où? De l'extérieur. En Chine et peu partout. Et nous produisons des chômeurs ici. Créons ces écoles, de sorte qu'il n'y ait pas d'amateurisme. Donc vous voudrez rompre avec la consommation et plutôt... Extérieur, produire localement ce que nous consommons, et ensuite exporter ce que nous consommons. Ça créera de l'emploi. Ça va créer de l'emploi. Quand je parle de l'agriculture, si tout ce que nous devons consommer, nous le produisons localement, ça crée de l'emploi. Mais ne demandez pas aux jeunes d'aller travailler avec la houe pour pouvoir produire. Ils n'iront pas le faire. Ce sont des questions d'idées. Et maintenant, l'investissement privé. Je vais donner un avantage fiscal important aux structures qui vont créer beaucoup d'emplois. C'est-à-dire que si vous voulez créer une industrie, si l'industrie est pourvoyeuse de main-d'œuvre suffisante, vous avez davantage encore. Parce que vous pouvez créer des structures qui ne créent pas beaucoup de main-d'œuvre. Là, ça peut poser également d'autres problèmes. Ce sont des idées qui nous manquent. Ce ne sont pas les moyens. Et par conséquent, moi, j'ai ces idées pour faire avancer notre pays. Oui. Alors, aujourd'hui, nous savons quand même que le président actuel, le chef d'État, disons le président sortant, qui est également candidat, il a mis en branle un projet ou un programme qu'on appelle le PND. Si professeur Wolo est élu, allez-vous enchaîner avec le PND ou bien carrément vous allez le jeter à la poubelle et redémarrer autre activité? J'ai un droit d'inventaire. Vous voyez, ce régime-là a eu trop de projets qui se succèdent. Si vous avez des projets, des trucs qui se succèdent comme ça, mes amis, mes jeunes, ils disent que c'est comme si vous allez chez un féticheur, vous demandez d'apporter une poule aujourd'hui, un coq, vous apportez le coq. Demain, vous dira que le coq que vous apportez, c'était un coq noir. Donnez un coq rouge maintenant. Vous donnerez, après, il va dire que votre coq rouge que vous avez apporté là, il y a une plume noire dedans. C'est pour cela que le fétiche n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de... Et on ne value pas pour dire ce qui a pu se faire de bon, ce qui n'a pas pu se faire de bon. Mon projet là, ce qu'ils ont prévu et qui s'inscrit dans le cadre de ce projet également, pertinent, je crois que on peut le retenir. Mais dans tous les cas, ce que moi je dis, c'est que la répétition de ce qu'ils sont en train de faire après 50 ans de pouvoir montre un échec. Parce qu'on est dans une situation de dépravation, je veux dire, mais moralement ça ne va pas. Moralement ça ne va pas. La loi n'est pas respectée. Or, sans le respect de la loi, rien ne marchera. Donc ils ont fait leur temps. Ce n'est pas que nous sommes contre eux, mais cela leur dit qu'ils ont atteint leurs limites. Mais ce serait une bonne chose aussi qu'on ait un ancien président de la République. Nous allons lui garantir les honneurs qui lui sont dus. Et donc c'est vous qui êtes la personne indiquée pour le remplacer? Je le remplacerai. Valablement? Valablement. Je le remplacerai valablement. Il sera là, par moment, nous allons discuter. Et en tant qu'ancien président, avec lui. En tant qu'ancien président. D'accord. Et maintenant, professeur Wolo, quel est votre positionnement sur le bulletin de vote? Avant de parler de ce positionnement sur le bureau de vote, je suis le numéro 2. D'accord, c'est vrai. Mais le numéro 2. Le numéro 2 sur la liste. Mais un problème qui me tient à cœur sur le plan social, les questions de logement. On va en construire. Mais avant même de construire, il faut forcément faire une loi régissant les rapports entre bailleurs et locataires. Aujourd'hui, ces questions de loyer, de caution sont des problèmes importants. Oui, tous les propriétaires décident comme ils veulent. Il faut assainir ce domaine également. C'est possible? C'est possible. C'est possible. Il s'agira d'une loi impérative. Donc, si les Togolais vous élisent le 22 février prochain, vous allez automatiquement démarrer cet aspect ou bien pendant combien d'années? Dans les 6 mois, on peut faire une bonne loi régissant les rapports entre bailleurs et locataires. Mais nos salaires sont maigres, professeur. J'ai dit que je vais augmenter cela. Je ne vais pas donner des choses pour l'instant
trop important que je ne peux pas respecter. C'est pour cela que j'ai dit 5% tous les ans. Mais si je parviens à mobiliser davantage, je vais augmenter davantage également. Et je sais que c'est possible. Parce que si vous augmentez, qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir d'achat des citoyens augmente. Ce pouvoir d'achat augmentant, ils iront au marché acheter les choses. La femme va mieux vendre. Et puisqu'ils consomment, il y aura aussi d'autres taxes qui permettront en réalité d'avoir davantage de recettes. Voilà. Donc, l'augmentation des salaires permettra de faire marcher encore l'économie. Alors, vous l'avez dit que vous êtes à la position numéro 2 sur le bulletin de vote. Numéro 2, et c'est ce numéro 2 qu'a deux professeurs Ouloukomi qu'on doit voter. Voter cela et le Togo va changer. Voter cela et le Togo va changer. Mais comment reconnaître votre logo? C'est une orange. Et aussi, cette orange, c'est toute une philosophie, normalement. Pourquoi nous avons choisi l'orange? Oui. Vous voyez qu'une orange, c'est un fruit qui est formé de différents quartiers. Oui. Ce sont les composantes de la nation qui doivent être soudées pour former un tout. Voilà. Première observation. Deuxième observation, lorsque l'orange est mûre, Oui. cela veut dire donc que nous avons produit des ressources. Il est facile de partager l'orange. Vous voyez, les Quand c'est différents mûr. quartiers, quand c'est mûr. Cela voudrait dire que les biens du pays doivent être partagés équitablement. Ce n'est pas une minorité qui doit s'accaparer des biens du peuple. C'est ce qui nous a amené à choisir l'orange. Une orange qui est un fruit qu'on retrouve partout. C'est nos réalités. Oui. Et les réalités voudraient aussi que nous soyons d'abord solidaires, d'abord dans la production, que nous soyons également solidaires dans la distribution. C'est pour cela que nous avons choisi cette orange. Choisissez l'orange, c'est un fruit très délicieux. On dit, j'ai une orange, je la mange, j'en voudrais bien deux. Quel fruit délicieux, Voilà. j'en voudrais bien deux. C'est un fruit Ça, délicieux. c'est la récitation du CE1 Voilà. cours primaire, je crois. Et je demande aux Togolais de choisir cette orange. Vous demandez au Togolais de choisir cette orange et vous avez dit que vous êtes en position numéro 2. Maintenant, nous allons recevoir les auditeurs qui sont à l'écoute pour des questions à notre invité. Monsieur Kodjo, c'est ça? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez une question à poser au professeur Wolo. Oui, nous saluons notre invité. Et je voudrais le saluer et saluer tous les autres candidats qui ont maintenu leur candidature pour qu'on ait une élection multiple. Mais ce que je regrette est que ceux qui ont demandé la candidature multiple ne sensibilisent pas la population. Parce que la candidature multiple aura un taux élevé, alors que la candidature unique aura un taux faible. Donc il faut que vous descendez à l'arène pour expliquer le bien fondé de la candidature multiple. Merci. D'accord. Monsieur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Joseph. Oui. Monsieur Joseph, avant de poser ma question, je voulais dire au candidat que pour la ministère des Midi, on n'a pas participé à notre candidat avec la carte. On va nous poser le premier tour. Bon, ma question est de savoir qu'il avait le droit. Est-ce que le parti d'un homme peut la carte au président? Parce que s'il a posé cette question, les gens confondent le mandat du président a démarqué à son âme, à son vie. Or que les 38 ans de pouvoir après, il a fait avec. Ford n'a pas fait 38 ans au pouvoir. Non, non, il ne s'est pas trompé. Il ne fait que continuer ce que son père a fait. Allô? Oui, j'ai dit, Oui. est-ce que le parti d'un homme peut le rattraper au président? D'accord, c'est bien. Monsieur Ali. Et nous allons accueillir Blaise. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Joachim. Oui. J'aimerais d'abord remercier le professeur pour tout ce qu'il a dit. Mais moi, j'aimerais lui dire de ne pas désespérer. Peut-être que cette fois-ci ne sera pas la meilleure. Mais le conseil que moi j'ai à lui donner est qu'après ces élections, qu'il soit président ou pas, de mettre en œuvre d'un moyen ou d'un autre ces projets de société. Comme ça, dans les 5 ans qui viendront, nous, la jeunesse, ayant constaté les faits, pourront l'aider à conquérir le côté présidentiel en 2020. Donc vous croyez... Les projets de société me font droit au cœur. Merci, bien noté, cher ami Blaise. 92 02 80 63 22 21 80 99, c'est monsieur Kokou qui est en ligne. Bonjour.
Fonctionnaires du secteur privé, vous-même vous êtes enseignant, vous êtes dans l'université de l'Union, vous êtes aussi dans le secteur privé, donc dans l'université privée. Oui. Que ferez-vous du secteur privé quand on constate que le ministère aujourd'hui a mis le privé devant et le ministère tout ce qui est officiel du contact de l'Union à terre. Et pour terminer, moi je pense que le problème du Togo, ce n'est pas que le canton n'a pas de programme de sécurité ou pas. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a un besoin qui n'est pas les politiques. C'est-à-dire est-ce que nous demandons aujourd'hui à faire les élections que la population que nous voulons qui défend son vote? Est-ce que vous êtes sûr que cette population aujourd'hui est motivée pour la question pour réclamer son vote? En tout cas, professeur Olo n'a pas encore tenu un tel propos ce matin. Puisque moi je l'ai suivi en tout cas c'est nous qui le recevons. Il n'a pas demandé aux populations de sortir pour défendre leur vote. Ce propos n'est pas encore sorti. Il ne faut pas lui prêter les mots s'il vous plaît. Posez la question maintenant, posez la question. D'accord. D'accord. Merci, monsieur Komi. Oui, monsieur Blassé, bonjour. Bonjour. J'ai une question, une proposition. La question est la suivante. Si je fais mon devoir civique le 22 et qu'on gagne, et qu'après la Cour constitutionnelle prépare un autre résultat, alors nous faisons ensemble avec lui pour qu'on puisse rentrer en possession de notre victoire. D'accord. La proposition est la suivante. En suivant pour le développement, il serait très idoine qu'il soit ministre de la Justice pour corriger tous les ordres qui se trouvent présentement dans notre justice. À ce titre-là, est-ce qu'il ne peut pas apporter une chaîne violon soit à la dynamique stable ou bien à la dynamique pauvre? Oui, là, s'il vous plaît. Et maintenant, la campagne est entamée. Il va renoncer à sa candidature au profit d'un autre. C'est pour être un nombre de cas. D'accord. Un nombre d'exemples. C'est pour ça que je fais cette proposition. Bien noté, il va vous répondre tout à l'heure. Et nous accueillons le dernier auditeur en ligne avec nous. Allô? Oui, Armand. Bonjour. Bonjour. Élection. Si vous êtes élu le 22 février prochain, l'Afrique de l'Ouest est face ou confrontée, est confrontée à des problèmes d'ordre sécuritaire. En tout cas, l'extrémisme violent qui se développe. Si vous êtes élu président, qu'allez-vous faire pour quand même continuer de ne pas préserver l'État togolais tel que le pays est aujourd'hui? Vous savez, pardon. Bien, allez-y, il n'y a pas de souci. Pour qu'il y ait sécurité dans un pays, la première des choses, c'est la justice. C'est le fait de ne pas abandonner certaines zones. C'est le fait de ne pas créer des frustrations. Le régime aujourd'hui Togolais sait qu'il y a l'extrémisme qui se développe sérieusement dans certaines régions du pays à cause de l'injustice et à cause de leur comportement. Ils le savent. Je sais de quoi je parle. Ils le savent. Et donc, c'est l'injustice qui fait le lit, en quelque sorte, du terrorisme. C'est l'abandon d'une partie du pays qui fait le lit du terrorisme. Ce sont des élections truquées qui font le lit de la violence. C'est pour cela que je parlais de la refondation de la nation. Mais si vous êtes élu, tout cela permettra d'éviter ces éléments. Quand vous êtes une nation véritablement soudée, l'intrus ou bien celui-là qui va vouloir le faire, c'est la population qui sera la première à dénoncer la personne. Et vous pourrez rapidement maîtriser cela. Mais lorsque vous créez des centres de frustration, c'est la population qui va héberger également ces terroristes qui iront après tuer. Parce que ce sont des gens comme nous. Ils se mélangent à vous et vous ne le saurez même pas par moment. C'est pour cette raison qu'il faut d'abord une justice dans notre pays. Maintenant, trouver les moyens efficaces, procurer ces moyens à nos forces de sécurité pour un renseignement efficace.
des moyens de surveillance, cela est possible. En tout cas, le Togo le fait aussi actuellement. Les forces de défense et de sécurité veillent véritablement au grain. Mais nous ne sommes pas totalement à l'abri. Il faut pouvoir assurer davantage de justice pour mettre fin à la montée de l'extrémisme dans notre pays. Vous avez dit que vous êtes à la quelle position sur le bulletin de vote? Deuxième. Deuxième position, ou quelle plutôt? Deuxième position, deuxième position. Deuxième position, il y a une orange. Oui, Vous et pouvez, maintenant, le monsieur professeur comme il dit, oui. et monsieur comme il vous demandait, si il vous élise et que la Cour constitutionnelle proclame une autre personne, Vous savez, qu'allez-vous faire? je demande d'abord à tous les citoyens qui vont voter, le jour venu, au moment du dépouillement, d'aller vers les zones où les dépouillements se feront. De sorte que nous puissions avoir nos procès verbaux en bonne et due forme. Je demande à tous les délégués de l'opposition d'être solidaires d'abord dans les bureaux de vote. De sorte que ce qui sera traduit dans les bureaux de vote, que chacun d'entre eux ait son procès verbal. Sur la base de ces procès verbaux, si nous gagnons 1 + 1 égale 2. Si en ce moment, la Cour constitutionnelle venait à nous dire 1 + 1 égale 0, nous saurons ce qu'il faut faire. Et voilà quand même, Koko lui trouve que le problème du Togo, ce n'est pas un problème d'ordre moral, etc., mais que c'est que le système en place ne veut pas céder le pouvoir. Le système en place ne veut pas céder le pouvoir parce qu'ils ont perdu les valeurs morales, en réalité. Ce que je dis que c'est un problème moral, c'est un problème moral. Si moralement, vous voulez être loyal, vous ne pouvez pas, dans le cadre de ces élections, faire ce qu'ils sont en train de faire. Si, sur le plan moral, vous êtes loyal, vous ne laisserez pas faire des détournements sans réagir. C'est pour cela que je vous dis que c'est un problème en quelque sorte moral. Et il y a quelqu'un qui me posait la question la dernière fois, qui demande à un baron, comment vous pouvez expliquer au président de la République, expliquer à vos enfants à la maison, que le président de la République est en train de postuler pour son premier mandat. Et il dit que la Constitution, c'est la Constitution. Et M. Ali a dit quand même que eux, ils sont toujours prêts, ils ne sont pas fatigués de voter leur champion. Alors, ne comptez pas sur les militants de Ali, en réalité, vous savez, dans chaque groupe, il y a des gens qui ne bougeront jamais. Même si on les égorge, ils ne bougeront jamais parce qu'ils ne regardent pas par les valeurs. Mais je lui dis, c'est sa position. Moi, je suis Togolais aussi et je sais que beaucoup de Togolais, beaucoup de militants de UNIR sont fatigués du président Faure. Et le président Faure lui-même sait que sa candidature est une candidature de trop. Je ne parle pas à sa place. Parce qu'il a eu lui-même à dire en tout cas, que le mandat, 3 mandats, c'est suffisant. 2 ou 3 mandats. Oui, mais le compteur est remis à 0. Vous le savez, la loi ne dispose que pour l'avenir, professeur. Vous savez, je ne le veux temps pas, contre nous. je ne veux pas faire ce débat pour la simple raison que même les juristes qui le disent ne sont pas convaincus de ce qu'ils disent. Est-ce que le passé d'un homme peut le rattraper? Le passé d'un homme peut le rattraper. Et tous les jours, les choses nous le montrent. Parce que vous avez fait quelque chose par le passé, aujourd'hui on vous dit, ah non, par le passé vous avez fait ceci. Nicolas Sarkozy en France par exemple. Effectivement. Quand il dit qu'est-ce que le passé d'une personne peut le rattraper, oui. Si vous avez tué il y a quelques années, vous dites que ça c'est mon passé, ça ne peut pas me rattraper. Je crois qu'il a mal formulé sa question. Il voulait parler du passé de son papa. En réalité, s'il le formulait comme ça, la question serait... Est-ce que le passé du papa de Faure doit être mis à l'actif de Faure Gnassingbé? Faure est là où il est parce qu'il est le fils du feu président Eyadema. C'est pas affaire de patronyme, vous le savez. Lui-même le sait. Quand le président de la République était décédé, le soir là, pourquoi on n'est pas venu prendre Joachim pour le présenter? En tout cas, je n'ai pas encore cette ambition. Professeur, quelqu'un vous a conseillé d'être plutôt ministre de la Justice pour réformer les choses là-bas? Vous savez, ce qu'il dit, plusieurs ont proposé cela. Mais je vais vous donner ma conviction. Je n'aime pas mentir. Très brièvement. Mon ambition pour ce pays est très grande. Si grand que me focaliser dans un secteur m'étoufferait. Je suis sérieux. Je veux véritablement tout redresser dans mon pays. Je serai élu président de la République. Votez pour moi. Et ce n'est pas en 2025, c'est en 2020 que je serai président. Votre mot de fin? Je dis au peuple togolais, nous ne devons pas désespérer. Ceux qui disent que c'est déjà perdu, ce sont les gens de UNIR pour nous décourager. Un homme qui se respecte ne peut jamais dire que tout est perdu avant le combat. Vous enseignez de mauvais exemples aux enfants en leur disant cela.
rien n'est perdu. Et vous n'avez pas encore les moyens, mais quand même la campagne se poursuit aujourd'hui. Même s'il faut que je marche jusqu'à Dapan, nous irons à Dapan. Nous gagnerons ces élections. Peuple togolais, mobilise-toi. Et je vous demande tous de voter le professeur Wolu. Je suis deuxième sur la liste. Il y a une orange devant mon nom. Et je vous en donne ma parole. Avec la grâce du Seigneur, nous allons transformer radicalement notre pays. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu bénisse notre pays, c'est un mot vraiment qui doit encourager tous les Togolais qui sont des croyants. Professeur Wolu, merci d'être venu chez nous et bonne chance. Merci beaucoup et c'est moi qui vous remercie. Vincent Ité nous a accompagnés techniquement parlant. Mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos amis de la Gazette du Togo.com. Très excellente journée à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.